Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'il était temps que je vous parle enfin du racisme anti-asiatique, ce fléau en fait silencieux dont personne ne parle. Bien sûr que maintenant dans les médias il y a comme ça, une explosion en fait d'articles et pourtant le stigma est toujours là, euh, des mesures pratiques n'ont toujours pas été mises en place et c'est vraiment alarmant. Donc je pense qu'il est temps qu'on en parle. Je vais diviser cette vidéo en plusieurs sections et je vais commencer par vous faire un petit background historique de pourquoi les Asiatiques sont en Europe et en Amérique et ensuite on débouchera sur d'autres problèmes. Avant de me lancer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter vos propres opinions et vous abonner à cette chaîne si le sujet vous tient à cœur. Ça aide tout simplement ma communauté à grandir. Et donc on va commencer d'abord par voilà, justement ces relations interculturelles qu'il y a eu entre les Européens, les pays occidentaux et la population asiatique. Pourquoi finalement nous sommes arrivés en Europe ou en Amérique. Peu de personnes sont au courant je pense, mais il y a eu une certaine implication durant la Première Guerre mondiale de la population asiatique dans cette guerre, tout simplement parce que les colonies françaises, et je pense aussi britanniques, mais c'est surtout les colonies françaises qui étaient en Indochine depuis le XVIIIe siècle, peut-être même XVIIe siècle si je ne dis pas de bêtises, bref, en somme les Français avaient colonisé l'Asie du Sud-Est depuis très longtemps, on parle de l'Indochine, c'est-à-dire le Vietnam, le Laos, et, et donc, en fait, durant la guerre 14-18, il y a eu bien évidemment des énormes pertes du côté des Français, mais aussi des autres parties. Ce qu'ils ont simplement fait, c'est qu'ils se sont dit, il nous manque des soldats, qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment puiser, en fait, dans les colonies que nous avons, et tout simplement, des Asiatiques, des milliers d'Asiatiques, on parle d'Indochine, ont dû, contre leur gré, venir battre pour la patrie française. Et ça a été tout simplement un scandale. Ces personnages, je ne sais pas si je vais vous trouver des images, je vais vous en mettre, mais en fait, ces personnages étaient totalement. Elles n'avaient aucune idée dans quoi elles s'engageaient. Déjà, elles n'avaient pas le choix, et en plus, elles n'étaient pas du tout appropriées à aller faire la guerre. Elles avaient, donc ces personnages avaient encore, pour vous dire, je vais vous trouver une photo là parce que c'était assez choquant. Ils ont encore donc ces chapeaux typiques. Tout ça pour vous dire que les relations entre les pays occidentaux et la population asiatique au sein de l'Europe et de l'Amérique, on a toujours eu des rapports post-coloniaux qui ont été perpétués au fil des années, qui nous amènent à aujourd'hui. Euh, mais d'abord, je vais vous parler de l'après-guerre, donc, mais de la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu un réel essor économique non seulement en Europe et en Amérique, et cela a été possible tout simplement parce que l'Europe et l'Amérique, ils avaient, mais je vais me focuser sur l'Europe vu que je suis suisse, je connaîtrai un peu plus sur la matière. L'Europe, elle avait besoin de tout reconstruire et de repartir à zéro. Ce qui a donc impliqué qu'il y a eu un essor économique et qu'il y avait eu. Donc l'essor économique était possible parce que on avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et donc cette main-d'œuvre a provoqué des mouvements migratoires qui a commencé par les pays de l'Est. Donc les personnes des pays de l'Est sont venues en Allemagne, en Suisse et bien d'autres pays pour travailler. Et d'abord, ils étaient considérés comme des travailleurs saisonniers, c'est-à-dire qu'ils accompliraient leurs tâches dans un certain temps donné et ensuite ils repartiraient dans leur pays d'origine. Bien évidemment, la réalité était différente. Certaines personnes sont restées. Euh, donc là, on se situe environ dans les années 60. Et au final, les familles sont venues un peu plus tard. Bien évidemment, en parallèle, donc là, je parle des pays de l'Est ou des mouvements migratoires qui sont bien évidemment européano-centrés. Mais en parallèle, il faut savoir qu'il y a eu la guerre du Vietnam, qui a été un immense chamboulement et une catastrophe au Vietnam, ce qui a provoqué évidemment beaucoup de mouvements migratoires, et on appelait ça en Europe les boat people, donc c'est-à-dire des personnes du Cambodge et du Vietnam qui venaient se réfugier en Amérique et en Europe. Et voilà, donc là on a un peu près mis en place le background pourquoi les Asiatiques sont en Europe et en Amérique. C'était simplement des mouvements migratoires qui étaient provoqués par la guerre, donc des mouvements migratoires forcés. Tout ça pour vous dire encore une fois que nous sommes là, les Asiatiques, pas par plaisir, pas parce que nous voulons, comment dire, parce que nous voulons jouir de la richesse de l'Europe et tout prendre aux Européens, ce n'est pas du tout le but, c'est contre le gré de la population. Enfin, ça a été à la base une migration forcée. Et là, j'y vois encore une fois des rapports post-coloniaux qui sont perpétués tout simplement parce que tous ces mouvements migratoires ont été provoqués par un background qui date déjà depuis les colonies du XVIIIe siècle et ensuite qui ont été
accentuée par la Première Guerre mondiale. Et c'est important de saisir ça, car la population asiatique elle a été marginalisée, et je parle pour toutes les minorités, ce n'est pas seulement la population asiatique, toutes les minorités qui se sont retrouvées pour quelque raison dans les pays d'Occident, ces peuples sont toujours marginalisés car les rapports postcoloniaux sont toujours perpétués. Je vais faire maintenant un laps de temps car entre temps il va se passer donc j'aimerais maintenant en arriver aux années 2000 car entre temps il va simplement y avoir un constant mouvement migratoire qui va faire venir des Asiatiques en masse en Europe et en Amérique. Pour ça je veux dire en Occident, là un racisme sera donc mis en place, perpétué au fil des années, mais il n'y aura pas vraiment de grands chamboulements à approfondir. C'est le racisme comme on le connaît, un racisme institutionnalisé et aussi exprimé. On arrive maintenant aux années 2000, étape qui change clairement tout par deux raisons que je vais expliciter maintenant. Je pense qu'il y a non seulement l'essor de la culture asiatique en tant que capital culturel, et ça c'est très important d'avoir ça en tête, car en fait vous allez voir qu'on va peu à peu s'intéresser à soudainement, typiquement regarder non seulement les sushis, ça peut paraître quelque chose de bête, mais les sushis, tout le monde adore ça. Même chose pour les animés, les mangas pour les personnes un peu plus jeunes, c'est tellement ancré dans la pop culture en fait qu'on en fait carrément des conventions. Et rendez-vous compte que c'est quelque chose d'énorme. Des éléments qui viennent d'une culture qui ont été marginalisés pour des années, qui soudainement deviennent un effet de mode en Occident pour et par les personnes occidentales, c'est un total renversement de ce qu'on avait vu avant. Et au final, ces dernières années, on va dire depuis, je pense, 2014, c'était le début, mais ces dernières années, ça a été fulgurant, l'essor de la K-pop qui a vraiment, encore une fois, accentué, mais de manière exponentielle. Vous n'arrivez même pas à vous imaginer à quel point ça a introduit la valorisation de la culture asiatique dans nos pensées. Imaginez-vous, on part du principe, enfin, l'état de base, on a un peuple qui est marginalisé pour ses propres valeurs. Les Asiatiques sont dégoûtants, ils mangent du chien, les Asiatiques sont dégoûtants, ils sont sales, je ne sais pas quel stéréotype on pourrait encore trouver, j'en ai aucune idée, je ne veux plus les entendre de ma vie. Et tout d'un coup, on assiste à une sorte de renversement non seulement social, politique, mais aussi culturel, où l'Asie devient soudainement une ressource pour avoir un certain capital culturel. Donc non seulement on va avoir une valorisation du peuple asiatique, mais aussi les personnes occidentales, donc je parle des personnes blanches si je puis dire, qui vont avoir un capital culturel en s'intéressant à la culture asiatique. C'est-à-dire que moi, personne blanche, imaginons, dire que je m'intéresse à la calligraphie chinoise, dire que je m'intéresse à la gastronomie japonaise, ça va être une manière de me distancier et ça va être une manière de pouvoir avoir accès à un certain statut social. Et c'est très important, encore une fois, car il est directement lié au concept de minorité modèle que je vais parler un peu plus tard, mais d'abord j'aimerais vous expliquer pourquoi au fil des années le racisme anti-asiatique il a été autant silencieux. Ce sera en rapport avec la minorité modèle, mais j'aimerais juste vous dire par ici que on a assisté à une sorte de normalisation de la culture asiatique. C'était un travail qui s'est fait sur de longues et longues années, et je minimise pas donc le racisme qui était contre les Asiatiques. J'aimerais simplement vous dire que des éléments de la culture asiatique sont devenus banaux et normalisés dans le discours public en Occident, ce qui a contribué bien évidemment à un intérêt immense de la part des pays occidentaux pour la culture asiatique. Donc je parle bien évidemment, donc si on veut parler pour les jeunes, c'est-à-dire la pop culture, donc les animés, les mangas, mais surtout la K-pop. Et ça, je ne pense pas que les fans de K-pop, parce que bien évidemment ma chaîne se tourne autour de la K-pop, mais je ne pense pas que les fans se rendent compte de la force politique que nous avons et qui est à notre disposition. C'est-à-dire qu'au travers de la banalisation de la K-pop, au travers de la médiatisation de la K-pop, nous banalisons la culture asiatique, nous leur rendons leur juste valeur. Et tout ça, c'est un travail qui va aller dans la tête des gens et qui vont tout simplement contribuer à une sorte, ou qui vont d'une certaine manière combattre contre le racisme anti-asiatique. Et c'est pour ça qu'il est capital, je pense, d'avoir une réelle représentation médiatique. En fait, le fait d'avoir
comment expliquer, le fait que la gastronomie japonaise soit devenue un dogme de la haute gastronomie, le fait que les mangas et les animés soient devenus omniprésents dans la pop culture, le fait que la K-pop soit devenue un réel phénomène de mode, tout ça, ça contribue à la représentation de la population asiatique qui est si importante pour les minorités. Pourquoi? Car pour combattre contre le racisme, là je vais vous parler combattre le racisme anti-asiatique, mais en vrai c'est pour combattre contre n'importe quelle minorité, qu'on parle de minorité raciale, sociale, de classe ou je ne sais quoi, ou de genre, etc. Pour abolir à une certaine marginalisation d'une minorité, on doit d'abord rendre cette catégorie plus saillante. C'est une théorie qui vient des travaux sociologiques. On doit rendre cette catégorie plus saillante pour un certain temps, et c'est pourquoi nous avons besoin de représentation. Non seulement parce que ça fait toujours plaisir à l'ego, c'est humain de vouloir une certaine proximité dans le discours public à notre propre culture, et aussi ça va contribuer bien évidemment à cette normalisation de nos pratiques culturelles. J'en viens maintenant au concept de minorité modèle, et pour ce faire, je vais d'abord vous lire la définition, parce que je pense que ça va être plus simple. Donc là, je la tiens d'internet. Une minorité modèle est un groupe perçu comme jouissant d'un statut socio-économique plus élevé que celui des autres minorités. Ce succès est généralement jaugé en prenant en compte des indicateurs tels que le revenu personnel, le niveau d'éducation ou encore le taux de criminalité. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'êtes pas vraiment familiers avec ce terme, mais dans le domaine des recherches en sciences sociales, il est très populaire et il est très médiatisé du côté américain. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le modèle de minorité modèle, il a souvent et majoritairement été appliqué à la population asiatique en partant du principe que les Asiatiques y jouiraient d'un certain prestige donc en Amérique ou en Occident, comparé aux autres minorités. C'est-à-dire qu'ils auraient un statut socio-économique plus élevé, qui sortiraient de manière générale mieux que les autres minorités. Et je vais vous montrer pourquoi c'est à tellement de niveaux problématique, et vous n'imaginez même pas. Donc premièrement, les études montrent que c'est faux, c'est un mythe. Les Asiatiques ne sortent pas forcément mieux que les autres minorités. Et ce mythe va contribuer à donc beaucoup d'autres stigmas et de stéréotypes qui ne sont pas bien. Tout premièrement, ça divise les autres minorités, c'est-à-dire que les autres minorités, cela suppose en fait que les autres minorités, elles auraient une réelle capacité à avoir un statut socio-économique autant bien que les présupposés asiatiques, et qu'elles devraient donc je ne sais pas, se bouger ou se concorder à certains préceptes afin d'obtenir ce certain niveau que les asiatiques auraient déjà. Et donc ça va simplement contribuer à diviser les asiatiques des autres minorités, et donc perpétuer une hostilité interraciale sans comprendre la population blanche, c'est-à-dire par exemple des conflits interraciaux entre la population afro-américaine et l'asiatique par exemple, alors que le but serait idéalement de se tenir les coudes en fait, et de combattre le racisme ensemble. D'un autre côté, pour les Asiatiques, ça ne va pas être bien, car ils vont, même eux, supposer que... Donc ce mythe est faux. Mais les Asiatiques qui vont penser que le concept de minorité modèle est vrai, si leur situation n'est pas comme explicité dans le concept de modèle minorité, et qui pour une majorité de personnes n'est pas le cas, ils vont simplement culpabiliser, ils vont se dire mais comment ça se fait que moi je n'ai pas accès à ce statut socio-économique, comment ça se fait que moi j'échoue, et ça va être tout un travail de culpabilisation qui est horrible. Et d'un autre côté, on peut faire du coup le parallèle avec, donc le titre de ma vidéo c'est le racisme anti-asiatique, un silence qui en dit long. Oui, ça en dit long. Pourquoi le racisme anti-asiatique a été silencieux pendant si longtemps? Tout simplement parce que les stéréotypes des Asiatiques ont toujours été une population, donc en rapport avec ce concept de modèle minorité, une population pacifique, en paix, qui ne s'exprime pas beaucoup, qui est beaucoup dans l'internalisation des sentiments, qui n'est pas beaucoup dans l'expression, qui est beaucoup, comment dire... Ouais, voilà, tout ce genre de choses qui vont simplement faire que les Asiatiques n'ont jamais réellement eu la capacité de pouvoir exprimer le racisme qu'ils vivent au quotidien, tout simplement car s'ils le faisaient, ils seraient tout simplement délégitimisés de la part de toutes les autres personnes, donc non seulement les minorités, mais aussi les personnes occidentales, si je peux le dire. C'est-à-dire qu'elles vont dire, mais comment ça se fait que vous, les Asiatiques, vous plaignez alors que vous jouissez d'un statut économique qui est comparablement bien meilleur que les autres minorités? Comment ça se fait que vous vous plaignez alors qu'en soi, nous n'avons jamais dû parler avant des racismes? Non, je ne suis pas d'accord.
Et donc, vous voyez à quel point c'est vicieux. Maintenant, j'aimerais en venir, donc prochain point. Prochain point, le coronavirus. On a eu, donc, d'un côté, je vous ai dit que ces dernières années, on a eu accès à une certaine normalisation des pratiques culturelles asiatiques grâce à l'essor de la K-pop, grâce à l'essor de la gastronomie japonaise et chinoise, grâce à l'essor des animés et des mangas dans la pop culture. On a eu ce renversement, et bien là, le renversement, il est encore une fois retourné en arrière, tout simplement à cause de la crise globale du coronavirus. Le coronavirus, il a eu pour effet d'avoir une hostilité certaine et si forte contre la population asiatique que vous n'arrivez même pas à imaginer, je vous donnerai des chiffres plus tard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le coronavirus est arrivé, on avait au début une image... Oh non, au début, on pensait que le coronavirus, il a affecté simplement les pays d'Asie. Ce qui a été une manière pour les médias et la population occidentale de dire, vous voyez, nous on se comporte bien, les Asiatiques, ils ont un virus. Donc encore une fois, là, c'est très discutable de leurs opinions et comment le phénomène a été médiatisé. Et à partir du moment où le coronavirus est arrivé en Occident, ça a été tout simplement la catastrophe. Ça a été la catastrophe pour tellement de raisons. Les médias ont tout simplement craché, et littéralement craché, sur la population asiatique. Beaucoup d'entre eux, je cite Trump par exemple, l'appelaient le virus chinois. Comment expliquer Et ça a été une manière en fait de tout simplement mettre la faute sur la population asiatique. Le coronavirus venait d'Asie car les Asiatiques n'ont aucune notion d'hygiène, etc., etc., qui était encore une fois une manière de marginaliser la population asiatique. Cela a contribué au fil des mois à une hostilité si grande contre la population asiatique que honnêtement ça me dégoûte. Et je pense que si vous êtes un minimum sur les médias, vous avez sûrement dû voir un certain relais de beaucoup de crimes qui ont été faits, surtout ces derniers mois, contre la population asiatique en raison du coronavirus. Donc pour donner certains chiffres, je me base là par exemple sur le site de la PI qui combat contre les crimes contre les Américains asiatiques et les Pacific Islanders, a recensé plus de 12 800 crimes d'origine raciale contre le peuple asiatique en Amérique l'an passé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Autre exemple, on a assisté en France le 15 février dernier, je crois sauf erreur, l'ambassade japonaise a envoyé un mail donc aux ressortissants japonais en France, qui était en japonais mais ça a été aussi traduit, de mettre en garde la population asiatique car des crimes avaient été observés en France, notamment une attaque à l'acide. Beaucoup de personnes se sont demandé sur Twitter si c'était vrai ou pas, l'origine était vraie. Tout simplement, les causes de cette attaque à l'acide n'avaient pas été encore déterminées. Il n'empêche que c'est un crime d'origine raciale qui est inacceptable. Et au final, je me pose des questions sur l'intégration de la population asiatique et de n'importe quelle minorité. On voit à quel point l'intégration qui avait été construite au fil des années au travers un travail de banalisation et de normalisation des préceptes culturels et traditionnels de l'Asie, et en fait, ils tiennent qu'à un fil, car il suffit d'un petit élément déclencheur qui en l'occurrence était le coronavirus pour tout casser. On a eu pendant des années un travail d'intégration de la part non seulement d'ONG, on a eu un travail médiatique, on a eu un travail politique, on a eu chaque pays a une politique d'intégration pour les immigrants. Tout ça réduit en miettes car ce n'est qu'un fil, et le coronavirus nous a montré une fois de plus que ce n'est qu'un fil, car tout ce travail qui a été construit pendant des années, au final il a été aboli. Résultat, les crimes anti-asiatiques n'ont jamais été autant hauts depuis en fait l'immigration asiatique vers les pays d'Occident. On en arrive à la dernière section, que pensons-nous nous faire? Alors, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais je pense que la manière la plus simple, la plus gratuite, la plus efficace, c'est d'en parler. Attention cependant à comment on en parle, ça c'est très important. J'ai vu ces dernières semaines beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux poster en masse pour dénoncer les crimes anti-asiatiques, ce qui est bien. Le problème avec cela, c'est que, dans mon opinion, encore une fois, cela va avoir un effet à courte durée, mais le fait de relayer simplement des crimes anti-asiatiques qui, dans un premier point, ne sont pas confirmés en tant que crimes d'origine raciale, bien que je ne remette pas du tout en doute leur origine, mais simplement
à partir du moment où ils ne vont pas être confirmés, ça va être un atout utilisé par le parti opposant qui va dire, vous voyez, ce n'était pas du tout un crime raciste. Il faut que nous ayons une solide base sur laquelle nous baser, tout simplement pour pouvoir répondre de manière égale aux opposants, et ça c'est très important car sinon ça peut se retourner contre nous. Et donc ces personnes qui vont poster en masse sans réellement donner des solutions, ça va simplement être un effet de mode. Beaucoup de personnes vont en parler pendant un certain temps et ensuite retomber comme un soufflet et plus personne ne va en parler et au final rien n'aura changé. Il faut que ce soit un travail sur la durée. Il faut qu'on en parle constamment en donnant chaque fois des bases. Je peux vous donner par exemple, je vais vous donner d'ailleurs une liste d'articles qui sont extrêmement intéressants et qui expliquent très bien les problématiques qu'il y a, c'est beaucoup en Amérique mais je peux aussi trouver en Occident, sur le racisme internalisé de la population asiatique. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez poster en masse, oui, mais ce que vous devez faire en plus, s'il vous plaît, c'est donner des bases, une base sur laquelle fonder une opinion, une base sur laquelle fonder un argument de force contre les partis opposants, et ça c'est très important, car sinon on va juste être perdu, on va se noyer dans la masse et ça va retomber dans quelques semaines. Il y a plusieurs sites où vous pouvez donner. Encore une fois, je ne pense pas que beaucoup d'entre nous sommes en mesure de donner, mais si vous avez la capacité et si vous avez la volonté de vouloir donner, c'est toujours bien, il y a beaucoup d'associations. Et encore une fois, je vais vous donner quelques sites sur lesquels vous pouvez vous renseigner. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à dire. Et j'espère que vous aurez appris un minimum sur pourquoi nous assistons en ce moment à une hausse du racisme contre la population asiatique. Et surtout, quelles en sont ses origines. Je pense que c'était assez intéressant de donner un petit background historique avant. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu similaire. Et j'aimerais beaucoup discuter avec vous dans les commentaires, je prendrai la peine d'y répondre. Quelles sont vos opinions, etc. Peu importe quelles opinions sont les vôtres, bien évidemment, je les accepterai tous, à partir du moment où ils sont respectueux de chaque culture. D'ici là, portez-vous bien, restez en forme, surtout dans ces temps-là, et en sécurité, et je vous dis à bientôt. Bye!